L'odeur du chapon rôti, mêlée au parfum cher, emplissait le salon quand je suis entré en portant mon plat de pain perdu. 24 décembre, 19h30, la maison de mon fils Mathieu était remplie de la famille de Claire, ma belle-fille. Guirlandes lumineuses clignotant sur les murs, sapins décorés avec des boules dorées, table dressée avec une nappe rouge brodée. Tout était parfait, tout brillait. J'ai fait 3 pas vers la table quand la voix a déchiré l'air. Elle encore. Martine, la mère de Claire, était debout près de la table principale, robe rouge moulante marquant le corps, cheveux brushing tombant sur les épaules, coupe de champagne dans la main droite. Elle m'a regardé de haut en bas, avec ce visage que je connaissais déjà bien, dégoût mélangé à une méchanceté amusée. J'ai déjà dit que je ne veux pas ce vieux ici à mon réveillon. Le silence est tombé comme du plomb. 20 personnes ont arrêté de parler en même temps. Les fourchettes sont restées suspendues dans l'air. Un oncle qui riait d'une blague s'est étouffé et a commencé à tousser. La musique de Noël continuait à jouer doucement à la télévision. Des voix d'enfants chantant Douce Nuit pendant que mon monde s'effondrait. J'ai senti la chaleur monter du cou jusqu'à la racine des cheveux. Ma bouche est devenue sèche. Le plat de pain perdu a pesé si lourd que j'ai pensé qu'il allait glisser de mes mains et se briser sur le parquet brillant. Martine a fait 2 pas dans ma direction, talons hauts claquant fort sur le sol, et a pointé vers la boîte de chocolat que j'avais laissée sur le buffet près de la porte. « Regardez ça, tout le monde ! Des chocolats de supermarché. Il ne s'est même pas donné la peine d'acheter quelque chose de décent. Certaines personnes ont détourné le regard, d'autres ont ri doucement. Ce genre de rire étouffé de ceux qui savent que c'est mal, mais ne peuvent pas se retenir. Une cousine de Claire, assise sur le canapé, filmait tout avec son portable. J'ai cherché mon fils des yeux. Mathieu était assis à table, verre de bière à la main, fixant l'assiette vide devant lui. Il n'a pas levé la tête, n'a pas dit un mot. Claire, à côté de lui, regardait son téléphone comme si rien ne se passait. J'ai respiré profondément. 63 ans de vie m'ont appris beaucoup de choses. M'ont appris à avaler l'humiliation quand nécessaire. M'ont appris à choisir mes batailles. M'ont appris que toutes les guerres ne se gagnent pas en criant. J'ai relevé le menton, redressé le dos et marché jusqu'à la table. J'ai posé le plat de pain perdu dans un coin, loin des autres plats. Martine a soufflé fort, théâtrale, et a agité la main comme quelqu'un qui chasse une mouche. « Assieds-toi là-bas dans le coin, loin de la table principale. On va bientôt commencer le réveillon. » Elle a pointé vers un tabouret de cuisine que quelqu'un avait placé près de la porte de la véranda. Un tabouret, pas une chaise, un banc en bois dur, sans dossier, du genre qu'on utilise pour atteindre une étagère haute. Je me suis assis. 20 personnes ont mangé, trinqué, ri, pris des photos pour poster sur les réseaux sociaux. Je suis resté dans mon coin, assiette sur les genoux, mâchant de la farce qui n'avait aucun goût. Personne ne m'a offert plus de nourriture. Personne ne m'a demandé si j'allais bien. Personne ne m'a inclus dans les conversations. Mais pendant que Martine commandait la fête comme une reine sur son trône, je pensais à une chose, une seule chose. Le dossier de documents qui était sur mon bureau au siège, le dossier avec des lettres noires imprimées sur la couverture. Martine Dubois, assistante administrative, service comptabilité, embauche, 18 novembre 2025. Elle ne savait pas, mais lundi 27 décembre, 9 heures du matin, elle allait découvrir qui était le vieux du tabouret. Vous avez déjà ressenti le goût amer d'être humilié par quelqu'un qui se croit supérieur? Avez-vous déjà avalé vos larmes et fait semblant que tout allait bien? Laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne Les Conseils de Papy et activez la cloche parce que ce qui s'est passé après ce réveillon a tout changé. Je m'appelle Pierre Moreau, j'ai 63 ans et je n'ai jamais porté d'alliance, non pas parce que personne n'en voulait, mais parce que j'ai choisi de construire ma vie seule. À 22 ans, quand mes amis cherchaient une fiancée, j'étudiais la comptabilité le soir dans une école technique bon marché du centre-ville et travaillais le jour dans une usine textile, gagnant 2 SMIC. Mon fils Mathieu est né d'une relation sans mariage. Juin 1982. La mère est partie 3 jours après que je lui ai annoncé la grossesse. Elle a simplement pris ses affaires et n'est jamais revenue.
Ma mère a pleuré pendant une semaine entière. Mon père m'a expulsé de la maison un dimanche matin, a jeté ma valise sur le trottoir et a crié que j'avais déshonoré la famille. J'ai loué une chambre de bonne pour 300 € par mois, chambre minuscule, salle de bain collective dans le couloir, fenêtre donnant sur le mur du voisin. Mathieu est né en février 1983, accouchement normal à l'hôpital public. Je suis rentré à la maison en métro le lendemain avec le bébé dans les bras enveloppé dans une couverture que l'infirmière m'avait donnée en cadeau. J'ai élevé mon fils à la force du travail. Je me réveillais à 5 heures du matin, préparais le biberon, le laissais avec une voisine qui gardait des enfants pour 50 € par semaine. Prenais 2 métros bondés jusqu'à l'usine. J'ai travaillé comme aide comptable pendant 9 ans. Ensuite, je suis passé comptable junior, jusqu'à ce qu'à 31 ans, je sois promu directeur financier d'une petite confection. Le patron, Monsieur Valois, était veuf et sans enfant, homme juste, travailleur, qui payait les salaires à temps et traitait les employés avec respect. Il est mort d'une crise cardiaque en 1998. Les associés étaient désespérés de vendre l'entreprise et de disparaître. Ils ont proposé un prix dérisoire. J'ai rassemblé chaque centime que j'avais économisé en 15 ans de travail. 43 000 € en livret A. Je suis allé à la banque, j'ai présenté mon historique professionnel, montré les bilans de l'entreprise et obtenu un prêt de 80 000 €. J'ai acheté 40% des parts. Les autres associés se sont moqués de moi. Homme seul, père célibataire, sans femme pour soutenir, pensant pouvoir gérer une entreprise de confection. Ils m'ont donné 5 mois avant de faire faillite. Je n'ai pas fait faillite. En 3 ans, j'ai remboursé le prêt bancaire. En 5 ans, j'ai acheté les parts restantes. L'entreprise était entièrement à mon nom. Pierre Moreau, numéro Sirette, propriétaire unique. Mathieu avait 16 ans quand c'est arrivé. Il a tout vu. Il a vu les nuits blanches passer à faire des tableaux Excel, les fois où j'ai mangé des pâtes pour économiser de l'argent et investir en stock. Il a vu quand la première nouvelle boutique a été inaugurée et que j'ai pleuré devant tout le monde. J'ai payé son école de commerce privée 68 000 € en 4 ans et demi. J'ai payé ses cours d'anglais 12 000 €. J'ai payé son permis de conduire 2 500 €. Quand il a obtenu son diplôme en 2012, j'ai fait un barbecue pour 50 personnes pour fêter ça. Il a rencontré Claire à son travail, jolie fille, éduquée, famille de classe moyenne. Sa mère, Martine, était divorcée et travaillait comme réceptionniste dans un cabinet dentaire. Leur mariage en 2017, Martine est arrivée avec une pièce montée factice en cadeau et a passé toute la fête à prendre des selfies. J'ai tout payé. 140 000 €, traiteur, robe importée, orchestre live, lune de miel aux Maldives. Martine n'a pas donné un centime, mais a posté sur les réseaux sociaux comme si elle avait tout financé. Ensuite, j'ai donné 90 000 € d'apport pour leur appartement. Mathieu m'a remercié par WhatsApp. Mon entreprise a grandi lentement, mais solidement. Aujourd'hui, j'ai 6 boutiques réparties dans la région parisienne, 142 employés enregistrés, chiffre d'affaires annuel de 3 millions d'euros. Je suis le PDG, le propriétaire, celui qui signe les fiches de paie, mais je n'ai jamais étalé ma richesse. Je conduis une Peugeot 308 grise de 2019. J'habite une maison simple de 3 chambres à Montrouge. Je porte des vêtements de mes propres boutiques. Je ne poste pas de photos sur les réseaux sociaux. Je ne porte pas de bijoux chers. Mathieu savait tout ça, mais a arrêté de demander comment j'allais. Il a arrêté de me rendre visite, ne m'appelait que pour les fêtes de famille chez elle. Et Martine m'a toujours traité comme un employé retraité, jusqu'à ce soir de Noël, jusqu'au tabouret de cuisine, jusqu'au lundi 27 décembre. Parce que Martine avait été embauchée dans mon entreprise en novembre. Elle n'avait jamais vu le patron personnellement. Les RH s'occupaient du recrutement des postes opérationnels. Mais lundi, elle allait me voir et découvrir qui avait signé son contrat de travail. Je suis parti de chez Mathieu à 23 heures. Personne ne m'a dit au revoir. Martine était sur la véranda entourée de monde, racontant une histoire avec cette voix stridente qu'elle utilisait quand elle voulait l'attention. Quand je suis passé devant la porte vitrée, elle a regardé dans ma direction et a crié assez fort pour que tout le monde entende. « Oh, le vieux est parti. Enfin, maintenant, la fête va s'améliorer. »
Les rires sont venus en chœur. Rires de gens ivres, de gens qui n'avaient pas le courage d'être méchants seuls, mais adoraient faire partie de la méchanceté collective. Je suis monté dans ma voiture, j'ai fermé la porte doucement et je suis resté assis dans le noir pendant quelques minutes. Moteur éteint, silence pesant, juste le son lointain de la musique de Noël qui jouait encore là-dedans. Mes mains tremblaient, pas de colère, de déception, d'une tristesse si profonde qu'elle ressemblait à un trou sans fond au milieu de la poitrine. J'ai respiré profondément 3 fois, essuyé mes yeux avec le dos de ma main, tourné la clé dans le contact et suis parti en conduisant lentement dans les rues vides de la ville. Le trajet jusqu'à chez moi prenait 25 minutes. Je suis passé devant 3 feux, tous verts. Je suis passé devant une famille sortant de la messe de minuit. Les enfants sautant joyeusement, tenant des bougies éteintes. Je suis passé devant un sans-abri dormant, sous l'auvent d'un magasin fermé. La ville était calme de cette façon, qui n'existe que la nuit de Noël, quand tout le monde est enfermé à la maison en train de manger et de faire semblant que la vie est parfaite. Je suis arrivé chez moi vers minuit. Maison simple, 3 chambres, portail en fer peint en blanc, petit jardin que j'entretenais moi-même le week-end. Je me suis garé dans le garage, j'ai verrouillé la voiture, je suis entré par la porte de la cuisine. La maison était sombre et silencieuse. Je n'avais même pas monté de sapin de Noël cette année. Pourquoi? Pour qui? J'allais passer Noël chez mon fils, mais Noël chez mon fils avait été ça. J'ai enlevé mes chaussures, jeté mon sac sur le canapé, je suis allé directement dans la 2e chambre que j'avais transformée en bureau. J'ai allumé l'ordinateur sans allumer la lumière. L'écran bleuté a illuminé mon visage fatigué. J'ai attendu que le système se charge, tapant le mot de passe avec des doigts qui tremblaient encore un peu. J'ai accédé au système interne de l'entreprise. Paie, registre des employés, contrôle des présences, tout centralisé là. J'ai tapé lentement dans le champ de recherche. Martine Dubois, entrée. Sa fiche est apparue à l'écran, photo d'identité dans le coin supérieur gauche. Ce genre de photo qu'on prend dans un studio bon marché de centre commercial, fond bleu délavé, sourire forcé. Martine Dubois, 57 ans. Assistante administrative, service comptabilité, date d'embauche. 18 novembre 2025. Salaire, 3 200 €. Période d'essai, 90 jours. Se terminant le 17 février 2026. J'ai lu chaque ligne attentivement. Adresse résidentielle dans un quartier éloigné de la banlieue nord. État civil divorcé, scolarité baccalauréat. Expérience antérieure. 6 ans comme réceptionniste dans cabinet dentaire, licencié en septembre pour réduction des coûts, 2 mois au chômage jusqu'à obtenir le poste dans mon entreprise. Qui avait fait le recrutement? J'ai vérifié l'historique. Processus de sélection mené par Claudine, ma directrice des ressources humaines. Poste ouvert en octobre, 53 candidats. Martine avait passé le tri des CV, passé l'entretien avec les RH, passé l'entretien technique avec Renée, coordinatrice de la comptabilité. Elle avait été approuvée. Elle avait commencé à travailler le 18 novembre. Je ne savais jamais pour les postes opérationnels, assistants, auxiliaires. Je ne participais pas à la sélection. Je faisais confiance au RH, signais seulement les embauches de coordination et au-dessus. Martine était entrée, avait signé son contrat, reçu son badge, commencé à travailler sans jamais avoir vu mon visage. Pour elle, le patron était juste un nom, Pierre Moreau. Un nom sur papier à en tête, dans une communication interne, dans une signature numérique sur le bulletin de paie. Mais jamais une personne réelle, jamais le beau-père du gendre, jamais le vieux du tabouret. J'ai fermé l'ordinateur, regardé l'horloge murale. Minuit 43, jour de Noël déjà. Joyeux Noël, Pierre, seul à la maison, trahi par son fils, humilié par sa famille. Mais demain serait un autre jour et lundi serait le jour de vérité. J'ai mal dormi cette nuit-là. Je me suis réveillé plusieurs fois, l'esprit tournant différents scénarios. Comment serait-ce? Que dirais-je? Comment réagirait-elle?
Je me suis levé à 6 heures du matin avec un mal de tête et les yeux brûlants. J'ai pris une longue douche, laissant l'eau chaude tomber sur mon dos tendu. J'ai mis des vêtements confortables, pantalons de jogging vieux, t-shirt sans motif. Je n'allais pas sortir. C'était férié, c'était Noël. J'ai fait du café, des tartines au beurre. J'en ai mangé la moitié et jeté le reste. J'ai passé la journée dans le salon à regarder la télévision sans prêter attention. Films de Noël stupides qui passaient sur les chaînes publiques. Famille heureuse, cadeaux, réconciliations émouvantes. Tout mensonge, tout fantaisie. Mathieu ne m'a pas appelé, n'a pas envoyé de message, même pas joyeux Noël. Le 26, jour férié aussi, je suis allé à la boutique principale, dans le centre de Paris. Même fermée, j'avais les clés de tout. J'ai passé la matinée au bureau du 2e étage, organisant des papiers qui n'avaient pas besoin d'être organisés, révisant des rapports de vente que j'avais déjà révisés 3 fois, n'importe quoi pour occuper mon esprit. Le 27, vendredi, l'entreprise reprenait. Rythme réduit encore, beaucoup de monde en vacances, mais la comptabilité fonctionnait normalement. Clôture du mois, paiement des fournisseurs, règlement des comptes de fin d'année. Je me suis réveillé à 5h30 du matin. Café fort, pain au fromage, j'ai pris une douche, lavé mes cheveux, séché avec soin, j'ai choisi mes vêtements en pensant à chaque détail. Pantalon de costume noir bien repassé, chemise blanche sur mesure, manches longues, col haut, blazer noir, chaussures à talons moyens noirs. J'ai attaché mes cheveux en chignon bas ferme. J'ai passé du rouge à lèvres nude, du mascara léger, de la poudre compacte. Je me suis regardé dans le miroir de la chambre. L'homme qui me regardait en retour était sévère, élégant, professionnel. C'était le patron de l'entreprise, c'était le PDG, c'était Pierre Moreau, l'homme qui a construit 6 boutiques à partir de 0. Ce n'était pas le vieux du tabouret. Je suis parti de chez moi à 7h15, circulation tranquille, rue encore endormie. Je suis arrivé à l'entreprise à 7h50. J'ai salué le gardien, salué la femme de ménage qui passait la serpillière dans le hall de réception. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au 3e étage. Mon bureau était dans le coin, grande salle avec bureau en bois sombre, étagère pleine de dossiers, grande fenêtre donnant sur l'avenue principale. J'ai allumé l'ordinateur, lu des emails, répondu à 3 messages urgents de fournisseurs. À 8h20, j'ai appelé Claudine. « Bonjour Claudine, tout va bien pour vous ?» Bonjour Pierre, tout va bien. Et vous, comment s'est passé votre Noël? C'était intéressant. Écoute, j'ai besoin d'informations sur Martine Dubois, assistante comptable. Comment se débrouille-t-elle? Silence de l'autre côté. Ce genre de silence qui dit déjà tout. Écoutez Pierre, techniquement elle est bonne, rapide, organisée, ne fait pas d'erreur dans les saisies, mais il y a un problème sérieux de comportement. Quel genre de problème? Des ragots, Pierre. Des ragots lourds. Elle fait des commentaires méchants sur les autres employés. Critique les vêtements, critique les cheveux. Fait des blagues sur le poids, sur l'âge. René est déjà venu me voir 2 fois pour se plaindre. Mon cœur s'est accéléré. Et René a déjà parlé avec elle. Oui, 2 avertissements verbaux. Martine s'excuse, promet qu'elle va changer, mais le lendemain, elle fait la même chose. La semaine dernière, elle a traité Sophie de vieille dépassée à cause de sa banane. Hier, elle a fait un commentaire sur le poids d'Audrey. Elle a dit que la fille grossissait et devait arrêter de manger du pain. Audrey est sortie en pleurant de la salle de pause. J'ai respiré profondément. Claudine, pensez-vous qu'elle a les conditions pour passer la période d'essai? J'ai entendu son soupir à travers le téléphone. Franchement, Pierre, non. René m'a déjà signalé qu'elle ne voulait pas la titulariser. On lui donnait une autre chance parce que c'est la fin de l'année, période de Noël, ces choses-là. Mais le comportement est insoutenable. Je comprends. Merci pour l'information, Claudine. On en reparlera plus tard. J'ai raccroché et je suis resté à regarder l'écran de l'ordinateur. Donc, ce n'était pas seulement avec moi. Martine traitait tout le monde de cette façon. C'était une personne méchante, cruelle, qui prenait plaisir à rabaisser les autres. Et elle le faisait dans mon entreprise, créant un environnement toxique, faisant pleurer des employés.
À 9 heures, j'ai appelé René et lui ai demandé de monter pour une conversation. René avait 38 ans, coordonnait la comptabilité depuis 5 ans, était sérieuse et extrêmement compétente. Elle a frappé à la porte et est entrée tenant un dossier sous le bras. « Bonjour Pierre. »« Bonjour René. Asseyez-vous s'il vous plaît. Je veux parler de Martine Dubois. » René s'est assise et a posé le dossier sur le bureau. J'ai imaginé que c'était à son sujet. « Racontez-moi tout. » René a ouvert le dossier et a commencé à parler d'une voix fatiguée, comme quelqu'un qui a déjà répété cette histoire plusieurs fois. Techniquement, elle est bonne, Pierre, connaît Excel, est rapide avec les saisies, comprend la comptabilité de base. Si c'était juste pour le travail technique, il n'y aurait aucun problème, mais c'est une personne difficile, très difficile. Elle fait des commentaires offensants tout le temps, critique les filles pour n'importe quoi, vêtements, maquillage, cheveux, corps, âge, tout sert de motif pour lancer une pique. Et ce n'est pas de la plaisanterie, c'est vraiment de la méchanceté. Donnez-moi des exemples concrets. René a tourné une feuille du dossier. Il y a 2 semaines, elle a demandé à Julie, qui a 23 ans, si elle n'avait pas honte de travailler à 23 ans sans être encore mariée. Elle a dit qu'une femme décente de cet âge devait déjà avoir un mari et un enfant. Julie est restée sans réaction. 2 jours plus tard, elle a fait un commentaire sur Sophie qui portait une banane. L'a traitée de truc de vieille. A dit que la banane était un accessoire de retraité. Sophie a 51 ans et porte une banane parce qu'elle a un problème de dos. Elle ne peut pas porter de sac lourd sur l'épaule. Elle était dévastée. Continuez. Hier, Martine a vu Audrey manger du pain au beurre dans la salle de pause et a fait un commentaire assez fort pour que tout le monde entende, disant qu'Audrey prenait du poids et devait arrêter de manger des glucides. Audrey a 28 ans, vient d'avoir un bébé, Alette. Elle est sortie de la salle en pleurant et s'est enfermée aux toilettes. Vous avez déjà averti formellement ? 2 fois verbalement. Conversation individuelle, orientation sur la posture professionnelle, explication sur le respect dans l'environnement de travail. Elle s'excuse toujours, dit que c'était sans le vouloir, que c'est juste sa façon de plaisanter, mais elle continue. Quelle est votre recommandation finale ? René m'a regardé dans les yeux sans ciller. Ne pas la titulariser. Elle n'a pas le profil pour travailler ici. Elle crée une atmosphère horrible. Les filles ont peur de déjeuner dans la salle de pause, peur de porter certains vêtements, peur d'être la prochaine cible. Ce n'est pas sain. Vous avez tout documenté ? Oui. Compte-rendu des 2 conversations que j'ai eues avec elle. Email d'employés se plaignant, témoignages que j'ai demandés par écrit. Tout est là. Elle a tapé sur le dossier. Merci, René. Laissez-moi, je vais résoudre ça. René est sorti et a fermé la porte doucement. Je suis resté seul à nouveau, doigts tambourinant sur le bureau en bois. La période d'essai de Martine se terminait seulement en février. Il restait 7 semaines. 7 semaines de poison répandu, 7 semaines d'employés souffrants, 7 semaines de Martine recevant un salaire, pensant que tout allait bien pendant qu'elle m'humiliait aux réunions de famille. Non, je n'allais pas laisser faire. J'ai pris le téléphone et appelé Claudine à nouveau. « Claudine, j'ai besoin que vous prépariez la rupture de contrat de Martine Dubois. Licenciement pendant la période d'essai pour inadéquation au profil du poste. Je veux qu'elle soit licenciée aujourd'hui même. » Aujourd'hui, vendredi. Aujourd'hui, ce matin. Il y a eu une pause. « Vous voulez participer à la communication ? » « Je veux. À quelle heure ? » « 10 heures. Je vais prévenir René. On amène Martine dans la salle de réunion des RH. » « Parfait. » J'ai raccroché et regardé l'horloge. 11h23. Il restait 37 minutes. Je me suis levé, je suis allé aux toilettes de mon bureau, je me suis lavé le visage à l'eau froide, je me suis regardé dans le miroir, le même homme qu'avant, sérieux, ferme, juste. Parce que c'était ça. Justice, pas vengeance. Martine était licenciée parce qu'elle n'avait pas le profil professionnel adéquat, parce qu'elle créait un environnement toxique, parce qu'elle avait été avertie et n'avait pas changé. Tout documenté, tout dans les règles. Le fait qu'elle m'ait humilié à Noël était juste la cerise sur le gâteau. Je suis retourné au bureau et j'ai attendu. À 9h58, je suis descendu par les escaliers.
Je ne voulais pas utiliser l'ascenseur. Je voulais sentir chaque marche. Je voulais que ce moment dure. Je suis arrivé dans la salle de réunion des RH à 10 heures pile. Petite salle, table rectangulaire en formica blanc, 6 chaises, climatisation au maximum, laissant l'environnement glacial. Claudine était déjà assise en bout de table, dossier de documents devant elle. Tout est prêt. René est allé la chercher maintenant. Je me suis appuyé contre le mur du fond, bras croisés. Position stratégique. Martine entrerait, verrait Claudine en premier, ne me verrait qu'après. J'ai entendu des pas dans le couloir, des voix, la porte s'est ouverte. René est entré en premier, juste derrière Martine. Elle souriait. Chemisier rose vif moulant, décolleté généreux, jean serré, talons aiguilles noirs d'au moins 12 centimètres, cheveux détachés avec des ondulations, maquillage chargé, rouge à lèvres rouge brillant, ongles longs peints en rose fluo avec des strass collés. Elle est entrée pensant qu'elle allait recevoir des compliments, peut-être même une augmentation. Elle est entrée confiante, se déhanchant sur ses talons hauts, large sourire montrant des dents très blanches. « Bonjour, René a dit que vous vouliez me parler ?» Claudine a fait signe vers la chaise. « Bonjour Martine, asseyez-vous s'il vous plaît. » Martine s'est assise, a croisé les jambes, ajusté ses cheveux. Seulement alors elle a regardé sur le côté et m'a vu. Le sourire s'est figé sur son visage, ses yeux se sont écarquillés. Sa bouche s'est ouverte mais aucun son n'est sorti. Elle a cligné des yeux une fois, 2 fois, 3 fois, comme si elle voyait un fantôme. « Monsieur Moreau. » La voix est sortie fine, presque un murmure. J'ai fait un pas en avant, sortant de l'ombre du mur. « Bonjour Martine. » Elle a tourné la tête vers Claudine, vers René, de nouveau vers moi, essayant de comprendre, essayant de traiter l'information. « Quoi ? Que faites-vous ici ? » « Je travaille ici, Martine. »« Travailler ? » ?»« Je travaille. En fait, je suis Pierre Moreau, PDG et propriétaire de l'entreprise. Enchanté de faire officiellement votre connaissance. » Son visage est devenu blanc, blanc comme du papier. Le rouge à lèvres rouges est devenu criard contre la pâleur de sa peau. Ses mains, avec ses ongles longs et brillants, ont commencé à trembler. « Le patron !» Sa voix a failli. « C'est ça le patron !» Je me suis approché lentement. J'ai tiré la chaise à côté de Claudine et me suis assis. J'ai posé mes mains sur la table, doigts entrelacés, posture droite. J'ai regardé droit dans ses yeux sans ciller. Martine a avalé difficilement. Sa gorge est montée et descendue, visiblement. Claudine a ouvert le dossier devant elle. « Martine, nous vous avons convoqué ici aujourd'hui pour vous communiquer la fin de votre contrat de travail. Vous êtes licencié pendant la période d'essai pour inadéquation au profil professionnel du poste. » Martine a tourné la tête si vite que ses cheveux ont volé. « Comment ça ? Je travaille bien, je fais tout ce qu'on me demande. » René, assise de l'autre côté de la table, a ouvert son propre dossier. « Martine, vous avez été avertie verbalement 2 fois pour comportement inapproprié dans l'environnement de travail. Commentaires offensants adressés à des collègues, création d'un climat hostile, manque de respect. Mais je me suis excusé, c'était juste des plaisanteries. » Ce n'était pas des plaisanteries, c'était des agressions. Vous avez traité une collègue de vieille dépassée, fait un commentaire offensant sur le poids d'une autre collègue, questionné l'état civil d'une employée junior. La voix de René était ferme, contrôlée. Martine m'a regardé, les yeux se remplissant de larmes qui ont brouillé le maquillage lourd. « Monsieur Moreau, s'il vous plaît. » J'ai gardé ma voix calme, glaciale. « Vous avez créé un environnement toxique dans mon entreprise, Martine. Des employés qui pleurent, des employés qui ont peur de déjeuner dans la salle de pause, des employés qui sont humiliés pour leur façon de s'habiller, pour leur corps, pour leur âge. Mais je ne voulais pas. Vous vouliez si, parce que humilier les autres, c'est ce que vous faites, Martine. C'est qui vous êtes. » Le silence est tombé lourd dans la salle glacée. Martine a commencé à pleurer pour de vrai maintenant. Grosses larmes coulant, mascara tachant les joues, rouge à lèvres qui bave. « J'ai besoin de ce travail. Je suis resté 2 mois au chômage. J'ai des factures à payer. »
J'avais aussi des factures à payer quand mon père m'a expulsé de la maison enceint et célibataire. J'avais aussi besoin de travail quand j'ai élevé mon fils seul. Mais je n'ai jamais humilié personne, jamais traité personne comme inférieur, jamais utilisé mon travail pour distiller du poison sur les gens autour de moi. Monsieur Moreau, je suis désolé pour Noël. Je ne savais pas que vous ne saviez pas que j'étais le patron. Mais vous saviez que je suis un être humain et pourtant, vous m'avez appelé vieux indésirable devant 20 personnes. Vous m'avez mis sur un tabouret de cuisine, vous m'avez humilié, vous m'avez traité comme de la merde. Sa voix est sortie étranglée entre les sanglots. Je vais changer, je le promets, s'il vous plaît. Claudine a poussé le dossier de documents vers l'avant. La décision est prise, Martine. Voici les termes de la rupture. Vous allez recevoir toutes les indemnités de travail dues. Salaire au prorata, congé au prorata, 13e mois au prorata, préavis indemnisé, tout conformément à la loi. Martine a pris le dossier avec des mains tremblant tellement que les papiers ont vibré. Elle l'a ouvert, a regardé sans rien voir à travers les larmes. Vous pouvez signer maintenant ou l'emporter pour le lire à la maison et le rapporter signé plus tard. Mais le licenciement est immédiat. Martine m'a regardé une dernière fois. Ses yeux étaient désespérés, suppliants, détruits. « S'il vous plaît, monsieur Moreau. » Je me suis levé, lissant mon blazer, ajustant le chignon qui n'avait pas besoin d'être ajusté. « Signez les papiers, Martine. Et la prochaine fois que vous regardez quelqu'un, souvenez-vous que vous ne connaissez pas l'histoire de cette personne. Vous ne savez pas ce qu'elle a construit. Vous ne savez pas le pouvoir qu'elle a. Vous ne savez rien. Alors traitez tout le monde avec respect. Tout le monde, toujours. » Martine a baissé la tête et a commencé à signer les documents en pleurant. Les larmes tombaient sur les papiers, tachant, bavant. Le stylo tremblait dans sa main. Les ongles longs tapaient sur le papier, faisant un bruit sec. Quand elle a terminé, Claudine a tout récupéré avec efficacité professionnelle. Vous avez jusqu'à la fin de la journée pour récupérer vos affaires personnelles. René va vous accompagner. Martine s'est levée en titubant sur ses talons hauts. Ses jambes ne semblaient pas fermes. Elle est passée devant moi sans regarder. Elle est sortie de la salle en trébuchant, la main s'accrochant au mur pour ne pas tomber. René est parti derrière elle. Je suis resté seul avec Claudine. « Vous allez bien, Pierre ?» ?»« Je vais bien. » Et c'était vrai. Pour la première fois depuis longtemps, j'allais bien. J'étais en paix. J'avais rendu justice, pas vengeance, justice. Claudine a fermé les dossiers. Elle va raconter partout que vous avez fait ça par vengeance personnelle. Laissez-la raconter. J'ai la documentation, les avertissements enregistrés, les témoignages par écrit, tout dans les règles. Elle peut raconter la version qu'elle veut. La vérité est dans les papiers. Claudine a souri. Vous êtes fort, Pierre. Je ne suis pas fort, je suis juste. Et j'ai appris que la dignité ne se négocie pas. Je suis retourné à mon bureau, me suis assis dans le fauteuil en cuir, et tourné vers la fenêtre, et suis resté à regarder l'avenue en bas. Voitures passant, gens marchant, le soleil de décembre tapant fort sur la vitre. Mon téléphone a sonné à 14 heures. C'était Mathieu. J'ai laissé sonner 6 fois avant de répondre. « Allô, papa, qu'est-ce que tu as fait ?» Sa voix était altérée, presque en train de crier. « Bonjour, Mathieu. Je vais bien. Merci de demander. Et toi ? Ne commence pas avec ça. Martine m'a appelé en pleurant. Elle a dit que tu l'as licenciée. Je n'ai licencié personne. Elle a été licenciée pendant la période d'essai pour inadéquation au profil professionnel du poste. Tu fais ça par vengeance, à cause de Noël. Je fais ça parce qu'elle a créé un environnement toxique dans l'entreprise. Elle a été avertie 2 fois. Elle n'a pas changé son comportement. Elle n'a pas été approuvée pendant la période d'essai. Tu ne pouvais pas lui donner une autre chance ? J'ai donné 2 chances. Sa coordinatrice a donné 2 avertissements. Elle a continué à faire la même chose. Mais elle a besoin de l'argent. Elle était au chômage. Tout le monde qui travaille pour moi a besoin d'argent, Mathieu. Mais tout le monde qui travaille pour moi doit aussi respecter les collègues. Tu fais ça à cause de ce qu'elle a dit à Noël ? Je fais ça parce qu'elle n'a pas le profil pour travailler dans mon entreprise. Et oui, le fait qu'elle m'ait traité comme de la merde la veille m'a aidé à réaliser quel genre de personne elle est. Claire est furieuse. Elle dit que tu détruis sa famille. Et toi, Mathieu, qu'en penses-tu ?
Silence. Tu étais là à Noël, tu as tout vu. Tu l'as entendu m'appeler vieux indésirable. Tu m'as vu assis sur ce tabouret. Et tu n'as rien dit. Tu ne m'as pas défendu. Tu es resté silencieux. Papa, tu exagères. Je n'exagère pas. Je suis traité comme invisible par ma propre famille. Et maintenant que j'ai réagi, je suis le méchant. Mathieu a respiré profondément de l'autre côté. Claire a dit que si tu ne réembauches pas sa mère, on va couper les relations avec toi. J'ai senti le coup de poignard dans la poitrine, mais ma voix est sortie ferme. Couper les relations? Oui, elle ne veut plus que tu viennes ici. Elle ne veut plus te voir. Et tu es d'accord avec ça? Longue pause. Je ne veux pas de dispute, papa, mais Claire est ma femme. Je dois la soutenir. Je comprends. Et je suis ton père. Je t'ai élevé seul. J'ai payé tes études. J'ai payé ton mariage. J'ai donné l'apport pour ton appartement. Mais ça ne vaut rien. Ce n'est pas comme ça, papa. Alors comment c'est, Mathieu? Explique-moi. Il est resté silencieux. J'ai attendu. J'ai attendu qu'il dise quelque chose, n'importe quoi, un mot de soutien, un mot de gratitude, un mot d'amour. Rien. Mathieu, je ne vais pas réembaucher Martine. Elle a été licenciée pour des raisons professionnelles, et ce n'est pas négociable. Alors tu as choisi ton camp. Non, fils, c'est toi qui as choisi le tien. Et j'ai raccroché. Je suis resté à regarder le téléphone dans ma main, attendant qu'il rappelle, attendant un message, attendant quelque chose. Rien. Le téléphone est resté silencieux pour le reste de la journée. Et pour la première fois en 63 ans, j'ai compris quelque chose. Parfois, la justice coûte cher, mais la dignité n'a pas de prix. Les jours suivants ont été les plus silencieux de ma vie. Le silence du genre qui fait mal, du genre qui pèse, du genre qui vous réveille à l'aube avec la gorge serrée et la poitrine douloureuse. Mathieu n'a pas appelé, n'a pas envoyé de message, n'a donné aucun signe de vie. C'était comme si j'avais cessé d'exister pour lui. J'ai continué à travailler. Que pouvais-je faire d'autre? Janvier est le mois des bilans, de la planification, des soldes pour faire tourner la trésorerie. J'ai visité les 6 boutiques, parlé avec les gérantes, vérifié les chiffres, ajusté les objectifs pour l'année. Le travail a toujours été mon refuge. Quand la vie s'effondrait, le travail restait solide. Au service comptabilité, le climat avait complètement changé. Audrey était retournée déjeuner dans la salle de pause. Sophie portait sa banane sans peur des commentaires méchants. Julie, la fille de 23 ans, souriait à nouveau. Elle ne savait pas exactement ce qui s'était passé, mais elle savait que Martine était partie et ça suffisait. La 2e semaine de janvier, Renée est venue me voir au bureau. Elle a frappé à la porte avec ses jointures, est entrée avec un sourire discret sur le visage. « Pierre, je peux vous parler une minute ?»« Bien sûr, Renée. Asseyez-vous. » Elle s'est assise, a croisé les mains sur ses genoux. « Je voulais juste vous remercier pour ce que vous avez fait. Les filles de la comptabilité sont beaucoup plus détendues. L'ambiance s'est considérablement améliorée. La productivité a augmenté, et je sais que ça n'a pas été facile pour vous. Pourquoi pensez-vous que ça n'a pas été facile? » Renée m'a regardé avec ce regard de quelqu'un qui en sait plus qu'il ne devrait. Parce que j'ai vu la fiche d'inscription de Martine, j'ai vu le nom de sa fille comme contact d'urgence, Claire Dubois, et je sais que votre fils est marié à une Claire. Ce n'est pas difficile de faire le lien. J'ai soupiré. Vous avez raison, Martine est ma belle-mère. Renée a hoché la tête lentement. C'est pourquoi je voulais venir vous dire que vous avez fait ce qui était juste. Vous n'avez pas laissé la relation personnelle interférer avec le professionnel. Vous l'avez licencié pour les bonnes raisons, avec documentation, avec soutien. C'est ça être un vrai leader. Merci, Renée. Elle est sortie et m'a laissé seul à nouveau. Seul avec mes pensées, seul avec le téléphone qui ne sonnait pas. Fin janvier, un jeudi matin, la réceptionniste m'a appelé. « Monsieur Moreau, il y a une jeune femme en bas qui veut vous parler. Elle dit que c'est urgent. Elle s'appelle Claire. » Mon cœur s'est emballé. J'ai respiré profondément 3 fois avant de répondre. « Faites-la monter. » J'ai entendu l'ascenseur monter. J'ai entendu les pas dans le couloir. J'ai entendu le coup léger à la porte. « Entrez. » Claire a ouvert la porte lentement.
Elle était différente. Sans maquillage, cheveux attachés en queue de cheval simple, vieux jeans, t-shirt blanc simple, baskets usées, yeux rouges et gonflés. On aurait dit qu'elle avait pleuré pendant des jours. « Bonjour, Pierre. »« Bonjour, Claire. Asseyez-vous. » Elle s'est assise sur la chaise en face de mon bureau. Elle a commencé à se tordre les mains, nerveuse, regardant le sol. Je suis venu m'excuser. M'excuser pourquoi? Pour tout. Pour Noël, pour ce que ma mère a fait, pour ce que je n'ai pas fait, pour ne pas vous avoir défendu. Elle a essuyé une larme qui coulait. J'aurais dû dire quelque chose. J'aurais dû demander à ma mère de vous respecter, mais je ne l'ai pas fait parce que j'ai peur d'elle. Peur. Peur de la contrarier. Ma mère a toujours été comme ça, contrôlante, critique. Si je ne suis pas d'accord avec elle, elle se retourne contre moi, m'insulte, m'humilie. Alors j'ai appris à me taire, j'ai appris à baisser la tête et la laisser faire ce qu'elle veut. Claire a respiré profondément, essayant de contrôler ses pleurs. Quand vous avez licencié ma mère, j'étais en colère parce qu'elle m'a appelé en pleurant, disant que vous étiez méchant, vindicatif, que vous aviez fait ça juste pour la détruire, et je l'ai cru. J'ai monté Mathieu contre vous, j'ai dit qu'on devait couper les relations. C'est moi qui ai dit ça, pas lui. Elle m'a regardé pour la première fois. Mais après, j'ai réfléchi et je suis allé chercher la vérité. J'ai appelé une amie qui travaille ici, Carole des RH. J'ai demandé ce qui s'était vraiment passé et elle m'a raconté les avertissements, les commentaires méchants que ma mère faisait, la façon dont elle traitait les autres employés, comme elle me traitait à la maison, comme elle traitait tout le monde. Et vous avez réalisé que j'avais raison. Oui, et j'ai réalisé que ma mère est une mauvaise personne, pas seulement avec vous, avec tout le monde. Elle est comme ça, elle l'a toujours été, et j'ai passé toute ma vie à la défendre parce que je pensais que c'était le devoir d'une fille, mais ce n'est pas vrai. On n'est pas obligé de défendre quelqu'un qui a tort juste parce que c'est de la famille. Je suis resté silencieux, la laissant parler. Ma mère dit du mal de vous à tout le monde. Elle a posté sur les réseaux sociaux disant qu'elle a été licenciée injustement. Elle dit que vous avez abusé de votre pouvoir. Mais je connais la vérité et je suis venu m'excuser et demander autre chose aussi. Quoi? Que vous reveniez faire partie de notre vie, que vous reveniez nous rendre visite, qu'on recommence. Et Mathieu, il sait que vous êtes ici? Elle a secoué la tête. Non, il ne sait pas. Il est encore confus. Il pense encore que vous avez exagéré. Mais je vais lui parler. Je vais lui faire comprendre. Claire, j'apprécie que vous soyez venue ici. J'apprécie les excuses. Mais je ne vais pas attendre que vous décidiez si je suis digne de faire partie de la famille ou non. Je ne vais pas accepter des miettes d'affection. Je ne vais pas retourner à cette place d'invisible. Je ne demande pas ça, Pierre. Je demande une chance de faire différemment, de vous traiter comme vous le méritez. Je l'ai regardé longtemps. J'ai vu la sincérité dans ses yeux rouges. J'ai vu le remords. J'ai vu la vraie volonté de changer. Claire, j'accepte vos excuses, mais j'ai besoin de temps. J'ai besoin de voir si les choses vont vraiment changer. Je n'accepte pas les promesses vides. Je veux des actes. Je comprends, et je vais prouver. On va prouver. Elle s'est levée. Merci de m'avoir reçu, Pierre. Et pardon, vraiment pardon. Elle est sortie. J'ai entendu l'ascenseur descendre. Je suis resté seul, regardant la porte fermée. Était-ce vrai? Allait-il changer? Ou était-ce juste de la culpabilité temporaire qui passerait dans quelques jours? Seul le temps le dirait. Février est arrivé avec une chaleur intense et des pluies lourdes. La ville alternait entre soleil brûlant et tempête qui inondaient les rues. Ma routine continuait la même. Maison, travail, travail, maison, week-end seul, déjeuner seul, soirée seule. Mathieu n'a pas appelé. Jusqu'à un vendredi, 14 février, Saint-Valentin, mon téléphone a sonné à 19 heures. Son numéro. J'ai laissé sonner 4 fois, cœur battant fort, main qui transpire. Allô? Salut, papa. Sa voix était basse, honteuse. Salut, Mathieu. Long silence. Je voulais te parler. J'écoute. En personne. Je peux venir chez toi? J'ai regardé l'horloge. 19h12. Tu peux. J'arrive dans une demi-heure.
J'ai raccroché et je suis resté debout au milieu du salon. Une demi-heure, 30 minutes pour me préparer à quoi? À entendre plus d'accusations, à entendre des excuses, à entendre qu'il avait mieux réfléchi et que j'avais raison. Je ne savais pas. J'ai rangé le salon à la hâte, ramassé des magazines éparpillés, arrangé les coussins du canapé, passé un chiffon sur la table basse. Je suis allé à la salle de bain, je me suis lavé le visage, passé un rouge à lèvres léger. Je ne sais pas pourquoi, ce n'était pas une visite, c'était mon fils, mais je voulais être présentable. La sonnette a sonné à 19h43. J'ai ouvert la porte. Mathieu était de l'autre côté, seul. Chemise habillée bleu clair, jean foncé, chaussures décontractées, cheveux fraîchement coupés, visage fatigué, yeux tristes. « Salut, papa. »« Salut, fils. Entre. » Il est entré lentement, regardant autour, comme s'il voyait la maison pour la première fois en années. Et peut-être que c'était le cas. Depuis combien de temps n'était-il pas venu ici? 6 mois, 8 mois, plus. Assieds-toi. Tu veux boire quelque chose? Café, jus, eau? De l'eau, s'il te plaît. Je suis allé à la cuisine. J'ai pris une bouteille d'eau fraîche du frigo, 2 verres. Je suis retourné au salon. Il était assis sur le canapé, mains entre les jambes, posture courbée. J'ai servi de l'eau pour nous deux. Je me suis assis dans le fauteuil en face de lui, j'ai attendu. Il a bu la moitié du verre d'un coup. Il a posé le verre sur la table, a respiré profondément. « Papa, je suis venu m'excuser. » Mon cœur s'est serré. M'excuser pourquoi? Pour tout. Pour ne pas t'avoir défendu à Noël, pour avoir pris le parti de Claire quand tu as licencié Martine, pour t'avoir menacé de couper les relations, pour avoir disparu pendant 1 mois, pour avoir été un fils ingrat. Sa voix a failli à la fin. Mathieu... Non, papa, laisse-moi parler. J'ai besoin de parler. Il a essuyé ses yeux avec le dos de sa main. J'ai passé ce mois entier à réfléchir. Claire est venue me parler, m'a raconté qu'elle était venue ici, m'a dit ce que Carole DRH lui avait raconté sur Martine. Et j'ai réalisé que j'avais tort, complètement tort. Tu n'as pas licencié Martine par vengeance. Tu l'as licenciée parce qu'elle le méritait. Et moi, au lieu de te soutenir, je t'ai attaqué. Il a secoué la tête. J'ai oublié tout ce que tu as fait pour moi, papa. J'ai oublié que tu m'as élevé seul, que tu as travaillé 16 heures par jour pour me donner une éducation, que tu as payé mes études, mon mariage, mon appartement. J'ai oublié que tu as toujours été là. Et quand est venu le moment pour moi d'être là pour toi, j'ai tourné le dos. Ses larmes ont coulé. Je suis un fils horrible. Tu n'es pas horrible, Mathieu. Tu as fait une erreur. Mais tu es ici, maintenant. Je suis là et je veux réparer. Je veux te retrouver dans ma vie. Vraiment, pas juste aux fêtes de famille où tu es dans un coin à être humilié. Je veux que tu sois présent. Je veux te rendre visite. Je veux déjeuner avec toi. Je veux que tu connaisses tes petits-enfants quand ils existeront. Tes petits-enfants, il a souri faiblement. Claire est enceinte. De moi, on l'a découvert la semaine dernière. J'ai senti ma poitrine se serrer, joie mélangée à peur. Félicitations, merci, et je veux que tu fasses partie de ça. Je veux que tu sois un grand-père présent, un grand-père aimé, pas un grand-père oublié. Et Martine, Mathieu a soupiré, Martine dit du mal de toi à tous ceux qu'elle connaît. Elle a posté sur les réseaux sociaux, inventé des histoires, mais tous ceux qui te connaissent vraiment savent que c'est un mensonge. Et Claire et moi allons poser des limites avec elle. Elle ne va plus dicter les règles de notre vie, ne va plus nous contrôler. Et si elle fait un scandale, tant pis, on va garder nos distances. Elle pourra voir le petit-fils, mais avec des règles, avec du respect. Si elle ne respecte pas, elle reste dehors. Mathieu s'est levé, est venu jusqu'au fauteuil où j'étais assis, s'est agenouillé devant moi. « Pardonne-moi, papa. S'il te plaît, donne-moi une autre chance d'être le fils que tu mérites. » J'ai posé ma main sur son visage, essuyant ses larmes. « Je te pardonne, fils. Je te pardonnerai toujours, parce que je t'aime. Je t'ai toujours aimé. » Il m'a serré fort dans ses bras, de cette façon qu'il ne m'avait pas serré depuis qu'il était enfant.
et je l'ai serré en retour, sentant l'odeur de son parfum, sentant le poids de son corps, sentant que mon fils était revenu. Nous sommes restés comme ça pendant de longues minutes, père et fils, réconciliés. Quand il est parti, il était presque 22 heures, promesse de revenir dimanche pour déjeuner, promesse d'amener Claire, promesse de recommencer. J'ai fermé la porte et me suis appuyé contre elle. J'ai pleuré tout ce que j'avais retenu pendant 1 mois. J'ai pleuré de soulagement, j'ai pleuré de bonheur, j'ai pleuré d'espoir. Le dimanche est arrivé ensoleillé et chaud. Je me suis réveillé tôt, je suis allé au marché, j'ai acheté des ingrédients pour faire le déjeuner. Poulet rôti, riz, haricots, salade, pommes de terre sautées, nourriture simple, nourriture de famille. J'ai nettoyé toute la maison, mis une belle nappe sur la table, arrangé des fleurs dans un vase. Mathieu et Claire sont arrivés à midi. Elle avait encore le ventre plat, mais son visage avait cet éclat de femme enceinte. Elle m'a souri sincèrement pour la première fois. « Bonjour Pierre. »« Bonjour Claire. Entrez s'il vous plaît. » Nous avons déjeuné tous les trois, parlé, ri. Ils ont raconté la grossesse, la peur, l'attente. Ils ont demandé des conseils. J'en ai donné, me souvenant de quand j'attendais Mathieu, seul, effrayé, mais plein d'espoir. En fin d'après-midi, quand ils sont partis, Claire m'a serré fort dans ses bras. « Merci de nous donner une autre chance, Pierre. Merci de vouloir changer. » Elle est montée dans la voiture. Mathieu est resté 1 minute de plus. « Papa, je veux te demander quelque chose. »« Quoi ? » ?»« Arrête de m'appeler Pierre. Appelle-moi papy quand le bébé naîtra. » J'ai souri. « J'adorerais. » Ils sont partis en faisant signe par la fenêtre de la voiture. Je suis resté sur le trottoir, les regardant disparaître au coin de la rue. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que j'avais une famille à nouveau. Mars est arrivé apportant une nouvelle routine. Mathieu et Claire venaient déjeuner tous les dimanches. Parfois, on dînait en semaine aussi. Ils m'incluaient dans les décisions sur le bébé. Choix du prénom, décoration de la chambre, achat de la layette. Je donnais mon avis quand ils demandaient, restais silencieux quand ils ne demandaient pas. Martine a continué à dire du mal de moi sur les réseaux sociaux pendant quelques semaines, mais comme personne ne prêtait attention, elle a abandonné. Elle a trouvé un nouveau travail dans une autre entreprise. Salaire inférieur, poste inférieur. Mathieu et Claire ont gardé une distance respectueuse. Elle voyait sa fille 1 fois par mois, toujours dans un lieu neutre, toujours pour un temps déterminé. Elle n'a plus jamais mis les pieds dans mon entreprise, ne m'a plus jamais vu personnellement. Et tout allait bien comme ça. En juin, le ventre de Claire était déjà énorme. Un garçon. Ils allaient l'appeler Lucas. Lucas Moreau. Moreau, à cause de moi. J'étais ému quand ils m'ont annoncé ça. Au travail, les choses allaient bien. J'ai ouvert la 7e boutique en avril. Embauché plus d'employés. Promu Renée au poste de directrice générale, promu Audrey au poste de coordinatrice comptable, donné une augmentation à Sophie et à Julie. J'ai créé une nouvelle politique dans l'entreprise. Tolérance, 0 pour le harcèlement moral. Tout employé qui ferait un commentaire offensant sur l'apparence, l'âge, le poids, l'état civil d'un collègue serait averti formellement la première fois et licencié la 2e, sans exception. Les employés ont adoré. La productivité a augmenté, le climat s'est amélioré, la rotation a diminué. Lucas est né en septembre. Accouchement normal, sans complications. 4,2 kg, 52 cm. A pleuré fort. En bonne santé et parfait. J'étais dans la salle d'attente quand Mathieu est sorti du bloc obstétrique avec les yeux rouges et le sourire le plus large que j'ai jamais vu sur son visage. « Papa, viens rencontrer ton petit-fils. » Je suis entré dans la chambre. Claire était dans le lit, fatiguée mais radieuse, tenant le bébé enveloppé dans une couverture bleue. Elle m'a regardé et a souri. « Tu veux le prendre, papy ?»« Papy. » La première fois que quelqu'un m'appelait comme ça. J'ai pris Lucas dans mes bras. Petits yeux fermés, bouche parfaite, petites mains minuscules. Il était parfait, absolument parfait. Et à ce moment, tenant mon petit-fils, entouré de mon fils et de ma belle-fille, j'ai compris quelque chose. Justice avait été rendue. Pas comme je l'imaginais, pas avec vengeance, pas avec destruction,
mais avec dignité, avec vérité, avec un nouveau départ. Martine continuait là-bas, amère, seule, blâmant le monde pour ses propres erreurs. Mais j'étais ici, tenant mon petit-fils, entouré d'amour, entouré d'une famille qui avait choisi de changer. Et ça valait plus que n'importe quelle vengeance. Dans les mois suivants, la vie a trouvé un bon rythme. Je visitais Lucas 3 fois par semaine, aidais Claire avec le bébé, enseignais des choses que j'avais apprises en élevant Mathieu seul. On était devenus de vrais amis. Elle me racontait des choses qu'elle ne racontait pas à sa propre mère. Martine a rencontré le petit-fils une fois. Claire a accepté, mais a posé des règles. 1 heure de visite chez eux, avec Claire et Mathieu présents tout le temps. Martine a tenu le bébé, pris quelques photos et est partie. Elle a essayé de faire un commentaire sur le poids de Claire après l'accouchement, mais Mathieu a coupé tout de suite. « Maman, non. » On avait dit. « Pas de commentaires méchants. Si tu ne peux pas être gentille, il vaut mieux que tu partes. » Martine est devenue rouge, a pris son sac et est partie en claquant la porte. Elle n'est plus revenue. En décembre, 1 an après ce Noël horrible, Mathieu et Claire ont fait le réveillon chez eux. Ils n'ont invité que moi. Juste nous 3 et Lucas, qui avait 3 mois et était potelé, en bonne santé. Magnifique. On a dîné ensemble, ri, joué avec le bébé, échangé des cadeaux. Des vrais cadeaux, choisis avec soin, pas une petite boîte de chocolat de supermarché. Quand minuit a sonné, on a trinqué au champagne. Mathieu a levé sa coupe. Un toast au meilleur papa du monde, au meilleur papy du monde, à l'homme le plus fort que je connaisse. Merci de ne jamais avoir abandonné, papa. Merci de nous avoir appris ce qu'est la dignité. J'ai fait teinter ma coupe contre la sienne, contre celle de Claire, et j'ai remercié. Remercié d'avoir eu le courage de me défendre. Remercié de ne pas avoir accepté les miettes. Remercié d'avoir rendu justice, pas vengeance. Parce qu'à la fin, c'est la justice qui a sauvé ma famille. C'est la dignité qui m'a ramené mon fils. C'est le respect qui a construit une relation nouvelle, saine, vraie. Je suis parti de là cette nuit-là, conduisant lentement, regardant les lumières de Noël dans toute la ville. 64 ans, toute une vie de lutte, toute une vie de travail acharné, toute une vie de choix difficiles. Mais j'ai regardé dans le rétroviseur et j'ai vu mon reflet. J'ai vu un homme fort, un homme digne, un homme qui n'a jamais baissé la tête, un homme qui a construit un empire seul, un homme qui a élevé un fils seul, un homme qui a affronté l'humiliation et a répondu par la justice. Et j'ai souri parce que j'étais Pierre Moreau à 64 ans, propriétaire de 7 boutiques, grand-père d'un magnifique petit-fils, père d'un fils qui avait appris à me respecter. Et personne ne me mettrait plus jamais sur un tabouret de cuisine. Je suis arrivé chez moi, je me suis garé dans le garage, je suis entré par la cuisine. La maison n'était plus silencieuse, elle était en paix. La paix de quelqu'un qui sait qui il est, la paix de quelqu'un qui a lutté et gagné, la paix de quelqu'un qui a choisi la dignité. Je me suis assis sur le canapé, j'ai enlevé mes chaussures, j'ai allumé la télévision doucement. Mon téléphone a vibré. Message de Mathieu. Merci pour le meilleur Noël de ma vie, papa, je t'aime. J'ai répondu. Je t'aime aussi, fils. Toujours. J'ai éteint le téléphone et j'ai regardé le plafond. 1 an auparavant, j'avais été humilié devant 20 personnes. 1 an plus tard, j'étais aimé par ma famille. 1 an auparavant, j'étais le vieux du tabouret. 1 an plus tard, j'étais le papy de Lucas. Et tout ça parce que j'ai choisi de ne pas accepter le manque de respect. Tout ça parce que j'ai choisi la justice. Tout ça parce que j'ai choisi la dignité. Si vous traversez quelque chose de similaire, si quelqu'un vous rabaisse, vous humilie, vous fait vous sentir petit, souvenez-vous de ça. Vous n'êtes pas obligé d'accepter. Vous n'êtes pas obligé de baisser la tête. Vous n'êtes pas obligé de faire semblant que tout va bien. Vous pouvez vous lever. Vous pouvez vous défendre, vous pouvez exiger le respect, parce que la dignité ne se négocie pas. Et la justice, quand elle est rendue de la bonne façon, ne détruit pas. Elle reconstruit, elle guérit, elle libère. Je suis Pierre Moreau, et c'est mon histoire. Si vous avez aimé cette histoire, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne Les Conseils de Papy, activez la cloche, et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo, votre ville,
votre région. Et souvenez-vous, vous méritez le respect, toujours. À la prochaine histoire.